Alors, qui peut devenir commerçant en France? C'est vraiment la question de base si on a envie de se lancer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles du jeu, tout ce qui encadre l'accès à cette profession. Allez, c'est parti. Voilà notre programme. On va commencer par le grand principe de liberté, parce que c'est la base de tout. Et puis, on verra ensemble les différentes limites à ce principe, celles qui sont liées à la personne, celles qui touchent à l'intérêt général, et pour finir, celles qui viennent d'un contrat. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre première section, le principe de liberté. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système commercial français. Faut savoir que ce principe, il ne sort pas de nulle part. Il a des racines profondes qui remontent tout droit à la Révolution française. Dès 1789, on affirme cette liberté. Juste après, en 1791, on met fin aux corporations, ce qui ouvre grand la porte à la liberté du commerce et de l'industrie. Et même beaucoup plus près de nous, la loi Royer de 1973 est venue confirmer que cette liberté, c'est toujours le socle de notre économie. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse liberté du commerce et de l'industrie? C'est un principe juridique qui est hyper fort. Il a même une valeur constitutionnelle, c'est dire, en gros, il garantit à chacun le droit de se lancer dans l'activité commerciale qu'il a envie de faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce grand principe se décompose en trois libertés bien concrètes. D'abord, la liberté d'entreprendre, c'est simple, c'est le droit de se lancer. Ensuite, la liberté d'exploiter, c'est le droit de piloter sa boîte comme on veut. Et enfin, la liberté de la concurrence, qui est le droit de se battre, mais loyalement pour attirer les clients. Petite subtilité à connaître, attention à ne pas tout mélanger. La liberté d'entreprendre, c'est un concept très large, qui concerne absolument tout le monde. La liberté du commerce et de l'industrie, elle, c'est un peu sa version spécialisée pour le monde du commerce. C'est une nuance, mais elle est importante. Et bien sûr, ce principe ne s'arrête pas à nos frontières. Il a un écho très fort au niveau européen, avec des libertés fondamentales, comme la liberté d'établissement, qui permet de monter son entreprise dans n'importe quel pays de l'Union. Bon, on a posé le grand principe de liberté. Mais ce serait trop simple si c'était sans limite. On passe donc maintenant aux restrictions. Et les toutes premières, elles concernent la capacité juridique de la personne elle-même. La logique est simple en fait. Pour être commerçant, il faut passer des actes de commerce, donc signer des contrats qui tiennent la route. Et le Code civil nous dit que pour qu'un contrat soit valide, il faut trois choses. Le consentement, un contenu légal et la capacité de contracter. C'est ce point-là qui va nous intéresser. En fait, la loi identifie principalement deux catégories de personnes dont la capacité est limitée. D'un côté, il y a les mineurs non émancipés et de l'autre, les adultes qui sont sous un régime de protection juridique. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On voit tout de suite qu'un mineur non émancipé, c'est non, impossible d'être commerçant. En revanche, un mineur émancipé de plus de 16 ans, lui, il peut, mais il lui faut le feu vert d'un juge. Pour les majeurs protégés, c'est un peu plus nuancé. Si on est sous tutelle, c'est non. Sous curatelle, la loi ne dit rien contre, mais il faut être assisté. Et enfin, sous sauvegarde de justice, c'est possible, mais il y a un risque que les actes soient annulés après coup. Ok, en plus de la capacité de la personne, il existe d'autres limites. C'est l'objet de notre section 3, et là c'est l'intérêt général, l'intérêt de toute la société, qui vient mettre des barrières à la liberté d'entreprendre. En fait, ces restrictions peuvent prendre plein de formes. Ça peut être pour limiter l'accès à des secteurs d'activité complets, ou alors ça peut s'appliquer à des personnes à cause de leur profession ou de leurs antécédents. Un point super important ici, c'est la notion d'incompatibilité. L'idée, c'est de préserver l'indépendance ou l'éthique de certaines professions. C'est pour ça que les fonctionnaires, les avocats ou les médecins, par exemple, ne peuvent pas être commerçants. Et attention, la sanction est redoutable. Si quelqu'un passe outre, il se retrouve avec toutes les contraintes du statut de commerçant, mais sans aucun de ses avantages. Un mauvais comportement par le passé peut aussi fermer la porte du commerce, par exemple une condamnation pénale, une faillite personnelle qui résulte de fautes de gestion ou de la fraude fiscale. Tout ça peut mener à une interdiction d'exercer ou de gérer prononcée par un juge. La nationalité aussi, ça joue un rôle. Un citoyen de l'Union européenne, grâce à la liberté d'établissement, peut devenir commerçant en France assez facilement. Pour une personne qui vient d'un pays hors de l'Union, c'est plus compliqué. Il faut une autorisation de séjour bien spécifique, et même avec ça, certaines activités lui seront inaccessibles. Jusqu'ici, on a vu les limites qui sont imposées par la loi. Mais la liberté d'entreprendre, elle peut aussi être limitée par la volonté des gens eux-mêmes. C'est le sujet de notre dernière section, les limites qui viennent d'un contrat, avec en star la fameuse clause de non-concurrence. Alors, une clause de non-concurrence, c'est quoi exactement ? C'est tout simple, c'est un bout de contrat qui dit à une des personnes qu'elle n'a pas le droit de faire concurrence à l'autre
pendant un certain temps. Mais attention, on ne peut pas interdire n'importe quoi, n'importe comment. Pour qu'une clause de non-concurrence soit valable, elle doit respecter des conditions très strictes qui ont été posées par les juges. Et c'est logique, il faut trouver un juste équilibre entre protéger une entreprise et la liberté d'une personne de travailler. C'est pour ça qu'elle doit être limitée dans le temps et géographiquement, viser une activité bien précise et surtout être proportionnée. Et alors là, tenez-vous bien. Quand on parle de durée, les juges peuvent parfois surprendre. Dans des affaires commerciales, ils ont déjà validé des clauses de non-concurrence qui allaient jusqu'à 30 ans. Ça montre bien que chaque cas est vraiment analysé en détail. Et voilà, on a fait le tour des conditions pour accéder à la profession de commerçant. On est parti du grand principe de liberté et on a exploré toutes ces exceptions. Ce qui nous amène logiquement à une nouvelle question. Une fois qu'on est commerçant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les obligations à respecter? Eh bien ça, ce sera pour une prochaine analyse.